Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question. Les Français se sont-ils enrichis sous le Second Empire? Pour Napoléon III, son programme de grands travaux doit permettre aux entrepreneurs de s'enrichir. Et cette politique de grands travaux doit profiter à la bourgeoisie, qu'il veut s'attacher à lui en lui permettant de faire fortune. Mais dans l'esprit de Napoléon III, dans ses rêves les plus fous, ce programme doit, par ricochet, donner aussi du travail aux ouvriers et donc faire reculer le chômage et la misère. On parlerait aujourd'hui de théorie du ruissellement. Je l'ai déjà dit, mais l'entourage princier répétait souvent « Ah, le dada de l'empereur, c'est le peuple ». Bon, mais concrètement, qu'en a-t-il été exactement des transformations sociales ? Alors, ce qui frappe immédiatement dans la société de cette époque, c'est la vie de plaisir d'un petit nombre de privilégiés dont les chroniqueurs se sont plu à nous dépeindre les excès par opposition avec la vie laborieuse et difficile de la grande masse de la population. À la ville, en particulier à Paris, c'est la bourgeoisie capitaliste qui donne le ton. Elle poursuit un rapide enrichissement, soit qu'elle dirige l'essor des affaires, soit qu'elle en bénéficie par ses placements. Comment ne pas évoquer ici l'opéra bouffe de la vie parisienne de Jacques Offenbach, créé en 1866 et qui décrit si bien la bourgeoisie qui s'amuse. Il y a surtout le monde paysan et artisan qui est encore largement majoritaire, environ 3/4, qui représente environ 3/4 des Français sous le Second Empire, ce monde paysan et artisan. Pour le monde paysan, si on veut être précis, il faut différencier les riches propriétaires minoritaires et la majorité, qui sont des petits propriétaires ou salariés agricoles, voire journaliers. Journaliers, c'est-à-dire payés à la journée de travail. Alors là, et c'est très important, il faut dire aussi que souvent au XIXe siècle, les paysans complètent leurs revenus en étant artisans. Et concrètement, c'est quoi un artisan au XIXe siècle ? Eh bien, l'artisan, ce sont par exemple les boulangers, ceux qui travaillent dans le secteur de l'habillement, de l'ameublement, de l'imprimerie, ou aussi les maréchaux ferrants dans les campagnes, puisqu'on se déplace encore à cheval au XIXe siècle. Le maréchal ferrant, en fait, c'était le garagiste de l'époque. La France reste donc sous le Second Empire un pays largement rural, avec encore plus des 2/3 de la population dans les campagnes en 1870. Pourtant, la population active employée dans l'agriculture va diminuer. Déjà existant, l'exode rural s'accélère avec 130 000 départs par an dans les années 1860, davantage d'ailleurs à cause de la diminution de l'artisanat rural que de la mécanisation du travail agricole. Le chemin de fer favorise la spécialisation agricole, pommes de terre et betteraves dans le nord, fruits dans le midi. La viticulture connaît un essor considérable en doublant les surfaces cultivées. Pourtant, la vie dans les campagnes françaises reste dure, notamment au début du Second Empire. Presque partout, on trouve dans les campagnes des maisons sombres et insalubres, avec une seule pièce au sol de terre battue, meublée d'une table, de coffres, de lits monumentaux fermés par des rideaux. Au début du Second Empire, les paysans subissent les effets de calamités telles que la maladie de pommes de terre, de la vigne, des vers à soie, sans parler des terribles inondations de la Saône et du Rhône. Mais une relative prospérité s'installe cependant peu à peu. Le Second Empire voit la disparition définitive des disettes, les dernières s'étant produites en 1855. Pour le monde paysan, l'effet bénéfique concerne le revenu agricole qui commence par se stabiliser puis tend bientôt à s'accroître. Avant 1858, on a encore enregistré de mauvaises récoltes de céréales et de graves difficultés dans la viticulture, mais après 1858, les hausses de prix agricoles vont compenser davantage les baisses de volume, car il n'y a plus comme autrefois un marasme industriel concomitant qui affectait aussi les ressources des consommateurs. Du coup, le paysan français peut plus aisément étaler dans la durée les pertes des mauvaises années et renforcer sa capacité de résistance. Ainsi s'explique sans doute la fidélité que les masses paysannes témoignent à Napoléon III. Jusqu'à la fin, et même après, les paysans français ont apprécié ses efforts en leur faveur, et pas seulement le climat de tranquillité qu'il avait su établir. Il n'y a donc rien d'étonnant dans le sentiment de nostalgie
que les masses paysannes éprouveront longtemps pour le régime du Second Empire, qui aura fait beaucoup pour l'amélioration de leur sort, en réduisant d'abord les à-coups des disettes, vécus comme autant de drames, en assurant ensuite une progression certes lente mais continue de leur niveau de vie. Alors maintenant je vais parler du monde ouvrier, parce qu'il y a l'émergence, sous le Second Empire, d'une nouvelle catégorie sociale, la classe ouvrière, mais qui, disons-le, ne représente à l'époque qu'une assez petite minorité de travailleurs. Il y a eu, alors, chez Napoléon III, des préoccupations sociales et une volonté d'améliorer le sort des ouvriers. Napoléon III, je l'ai déjà dit, avait écrit, enfin le jeune Louis-Napoléon avait écrit en 1844 un livre intitulé « L'extinction du paupérisme ». En 1877, un ancien communard, Jules Amigues, qui fut journaliste et député, écrit dans une brochure qu'il rédigea sur l'empereur et les ouvriers, donc après la période du Second Empire, Jules Amigues écrit ceci: « Quiconque est de bonne foi, quiconque se rappelle ce qu'était, il y a 30 ans, la condition des ouvriers des champs et de la ville, et ce qu'elle était devenue à la fin de l'Empire, ne peut nier que l'empereur n'ait accompli une véritable révolution économique au profit des travailleurs. » Alors, on peut juste se demander si cet ancien communard est complètement objectif et n'écrit pas cela par dépit vis-à-vis de la Troisième République qui a massacré la Commune de Paris entre mars et mai 1871. Mais à cette réserve près, cette affirmation de Jules Amigues est assez intéressante. Alors, le monde ouvrier a-t-il connu une amélioration de son niveau de vie sous le Second Empire ? Un premier indice conduirait à en douter. Il est établi que les prix industriels ont monté relativement moins vite que les prix agricoles. Frappé comme consommateur par la hausse des denrées alimentaires, l'ouvrier risquait fort de n'en pas trouver la contrepartie dans l'évolution de sa rémunération. De fait, la plupart des études observent que si le salaire moyen s'est accru de 45% pendant le règne de Napoléon III, cette augmentation globalement n'a pas fait plus que compenser le phénomène de la hausse des prix. En fait, malgré les efforts de quelques patrons, malgré quelques mesures favorables aux ouvriers, prises par Napoléon III, les conditions de vie des ouvriers restent très dures. Et je vais citer ici l'historien Pierre Milza, qui, dans une biographie qu'il a consacrée en 2004 à Napoléon III, a écrit « Au final, il ne fait guère de doute que, malheureusement, l'empereur a, pour une bonne part, échoué dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail du monde ouvrier. » Napoléon III donc a plutôt échoué dans ce domaine. En fait, à l'époque, le patron fait ce qu'il veut, il n'y a pas encore de droit et de législation sociale. Pour la classe politique, le travail est une question privée, il n'existe donc pas de loi sociale, sauf pour le travail des enfants, limité en 1851, donc alors que Louis-Napoléon est encore président de la République, limité en 1851 à 8 heures par jour pour les enfants de 8 à 12 ans, à 10 heures pour les jeunes de 12 à 14 ans et à 12 heures pour les jeunes de 14 à 16 ans. Le gouvernement impérial tente des efforts contre le chômage, la vie chère, le taudis, l'absinthe, l'alcool de l'époque, tous ces fléaux de la vie ouvrière, mais par suite de l'inertie des notables qui ne voient pas l'intérêt du problème, les résultats sont médiocres. Des orphelinats sont fondés pour les enfants, une société de charité maternelle pour les femmes. L'empereur aurait voulu créer un système d'assurance vieillesse obligatoire, mais la guerre de 1870 empêcha cette réalisation. Alors, disons que la loi la plus importante du règne de Napoléon III, c'est quand même celle qui, en 1864, supprime le délit de coalition et reconnaît en fait le droit de grève. L'autorisation du droit de grève par la loi de 1864, qui revient à tolérer de fait les syndicats, donne la possibilité aux travailleurs de s'organiser collectivement pour faire pression sur le patronat et obtenir des améliorations. Napoléon III espère en fait, par cette loi, détourner les ouvriers du mouvement socialiste révolutionnaire, donc ce n'est pas complètement désintéressé de sa part, évidemment. Le bilan ici, c'est que si la politique de Napoléon III apparaît audacieuse à côté du conservatisme de la Troisième République, elle ne donne pas les résultats qu'attendent les travailleurs et leur situation reste médiocre et souvent misérable, surtout si on la compare à celle de la bourgeoisie. Alors, si on veut être un peu exhaustif, il faut parler aussi du monde des employés, qui est en plein essor dans les villes, employés de bureaux et employés de commerce, et aussi les employés de maison, les domestiques, surtout des femmes, qui travaillent et vivent dans les familles nobles ou bourgeoises, les familles de notables. Alors, ce terme de notable est surtout utilisé plutôt dans la première moitié du XIXe siècle pour parler des classes dominantes socialement, les notables.
Et puis aussi, il faut dire que le nombre de fonctionnaires commence à augmenter, même si leur nombre augmentera vraiment sous la Troisième République à partir des années 1880. Alors, en conclusion, on peut dire que la bourgeoisie s'enrichit sous le Second Empire, mais les paysans et les ouvriers restent pauvres, les inégalités sociales sont très fortes, donc à la chute du Second Empire, malgré les préoccupations sociales de Napoléon III, les ouvriers connaissent dans l'ensemble des conditions de vie et de travail encore misérables. Alors ce que je vais dire là est important, c'est que les travaux des historiens économistes des 40 dernières années ont fortement nuancé l'image d'une croissance industrielle sans précédent dans l'histoire de notre pays. Globalement, les indices concordent pour évaluer celle-ci à 2% sous le Second Empire, soit une croissance très inférieure à celle de la période que nous avons connue durant les 30 Glorieuses, période qui court de 1943 à 1973, et où le taux de croissance sous les 30 Glorieuses a été de 8%. Donc globalement, plutôt, cette croissance a été de 2% sous le Second Empire. Si ce Second Empire ne fut pas dans les villes le régime de la vie à bon marché, à cause de la hausse des prix, il est incontestable qu'il fut néanmoins celui du plein emploi. Il n'y a pas eu de chômage sous le Second Empire. C'est là un immense progrès qui ne pouvait qu'induire une amélioration générale du niveau et des modes de vie. S'il subsiste des inégalités de répartition entre catégories ou entre régions, la masse de la population française est à présent mieux nourrie, mieux logée et mieux traitée. Un certain nombre d'indications le confirment. Il a été démontré par exemple que la proportion des soldats conscrits déclarés bons pour le service militaire, à critères pratiquement inchangés au XIXe siècle, s'était considérablement accrue. On remarque une augmentation par exemple de la taille moyenne du soldat français durant la période du Second Empire. Et à côté de cette prospérité, enfin de cette relative prospérité économique, les progrès sociaux accomplis sont indiscutables. Droit de grève, droit de réunion, liberté syndicale de fait, abolition des dispositions anti-ouvrières dont nul ne s'était vraiment soucié jusque-là. L'esquisse d'une protection sociale a été dessinée, ou du moins sa nécessité reconnue sous le Second Empire. Donc, voilà, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'à côté d'une grande bourgeoisie d'affaires qui prospère dans les centres-villes, les inégalités sociales restent néanmoins criantes, avec une pauvreté qui demeure dans les campagnes et aussi une grande misère générale du monde ouvrier. Je vous invite à regarder prochainement une vidéo sur le bilan économique du Second Empire que nous publierons prochainement. Donc à bientôt.